Durant cette période marquée par des discussions intenses sur les relations turco-américaines, examinons de manière générale le début de ces relations sans entrer dans les détails. Il serait approprié de considérer les relations entre l'Empire ottoman et les États-Unis principalement en termes de commerce et d'activités missionnaires. Afin de compenser les pertes économiques de la guerre de 7 ans avec la France, l'Angleterre imposa d'importantes obligations fiscales à ses colonies en Amérique. En réponse, les 13 colonies britanniques du continent se sont unies et ont révolté contre l'Angleterre, devenant indépendantes en 1783. Les États-Unis ont rapidement étendu leurs frontières par l'occupation et les achats, faisant croître rapidement leur population et leur économie. Lors du processus de fondation de l'État, les États-Unis, mettant l'accent sur le commerce international, avaient également fixé la Méditerranée comme l'une de leurs cibles. En tentant de pénétrer sur le marché méditerranéen, les États-Unis ont conclu des accords, principalement avec le sultanat du Maroc. Le début indirect des relations turco-américaines s'est produit lorsque 2 navires américains en Méditerranée occidentale ont été capturés par les Algériens affiliés à l'Empire ottoman. Afin de faciliter le commerce en Méditerranée occidentale, le Sénat américain a conclu un accord avec le Dey d'Alger, Hassan Pacha, en 1795. Selon cet accord, rédigé dans la logique des traités ottomans, les États-Unis se sont engagés à verser une taxe annuelle de 12 000 pièces d'or. Les États-Unis ont continué à payer cette taxe jusqu'aux années 1810. Des accords similaires ont également été conclus avec les souverains de Tunis et de Tripoli. Les États-Unis, cherchant à mener un commerce sécurisé en Méditerranée orientale, ont reconnu l'importance de l'Empire ottoman et ont cherché des opportunités pour signer des accords avec lui. Des hommes d'affaires et des commerçants américains ont commencé à s'engager dans le commerce dans plusieurs ports, en particulier à Izmir. La première délégation officielle est arrivée à Istanbul en novembre 1800, présentant des cadeaux au sultan. Ces négociations étaient dirigées par le consulat britannique. Le gouvernement américain, souhaitant établir des consulats indépendamment du contrôle britannique, a parfois rencontré des obstacles du côté ottoman et a parfois eu du mal à obtenir l'approbation de son propre Sénat. L'homme d'affaires américain David Hoffley, avec l'autorité qu'il a reçue de son gouvernement, a établi informellement la Chambre de commerce américaine à Izmir en 1811. Cette institution, régulant les relations commerciales, a été officiellement reconnue par l'Empire ottoman en 1823. Ainsi, le premier lien majeur entre les deux pays a été établi. L'accord souhaité entre les États-Unis et l'Empire ottoman, qui attendait depuis des années, a été réalisé en 1830. Après l'incendie de la marine turque par les Britanniques, les Français et les Russes à Navarin en 1827 et la guerre russo-ottomane qui a suivi, l'État ottoman a commencé à rechercher de nouvelles amitiés. En évaluant la proposition américaine, le traité de commerce et de navigation entre les États-Unis et l'Empire ottoman a été signé le 7 mai 1830. Dans l'accord, le nom donné par les Turcs à l'autre partie était les États alliés des États-Unis. Avec cet accord de 9 articles, les États-Unis ont obtenu de nombreux privilèges, notamment le droit d'établir des consulats dans chaque ville où résidaient leurs citoyens et le droit de commerce à faible tarif dans les eaux ottomanes. Il y avait également une clause secrète prévoyant une assistance technique, telle que la construction de navires pour la marine ottomane au prix coûtant et la construction de navires par des ingénieurs américains au chantier naval d'Istanbul. Cependant, cette clause secrète a été rejetée par le Sénat américain car elle était en conflit avec les intérêts américains. Le rejet de la clause secrète a profondément perturbé la Sublime Porte, gouvernement ottoman, et même le sultan Mahmud II a exprimé sa colère de la manière suivante. Les Francs, européens, n'hésitent pas sans vergogne à revenir sur leurs paroles, cherchant immédiatement ce qui les avantagera. 2. La décision de Mahmud de ne pas appliquer l'accord a poussé le président américain à écrire une lettre au sultan, et même si le Sénat n'approuvait pas, le gouvernement américain a accepté silencieusement la clause. Henry Eckford, l'un des ingénieurs navals les plus célèbres des États-Unis,
est arrivé à Istanbul en août 1831 avec un navire de guerre qu'il avait construit. Ainsi, l'accord est entré en vigueur. Des ingénieurs américains ont construit plus de 10 frégates à Istanbul jusqu'aux années 1840. Après l'accord, le commerce a gagné en élan, et de nombreuses entreprises américaines ont commencé à opérer dans tout le pays. L'une de ces entreprises, la Singer Sewing Machine Company, comptait plus de 200 revendeurs à l'échelle nationale. Les Américains ont commencé à explorer les champs de coton et les gisements minéraux dans les territoires ottomans. Pendant ce temps, la part des exportations de l'État ottoman vers les États-Unis a augmenté pour atteindre 23% dans les années ultérieures. En 1862, un accord commercial plus complet a été signé. Cet accord, unilatéralement résilié par Abdulhamid II en 1884, a vu ses dispositions être poursuivies avec certaines modifications. Dans les années 1870, l'Empire ottoman a supprimé la clause interdisant le commerce des armes, autorisant ainsi l'importation d'armes. Surtout après la guerre russo-turque de 1877 à 1878, le sultan Abdulhamid II a passé d'importantes commandes d'armes. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les relations entre les deux pays ont connu divers changements. Particulièrement après la défaite ottomane dans la guerre russo-turque de 1877 à 1878, tout a changé. Les puissances occidentales ont soudainement accru la pression sur l'Empire ottoman de 1 à 10, abandonnant la politique visant à maintenir l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman. L'Angleterre a renoncé à la politique de l'intégrité territoriale ottomane et a cherché à obtenir tout ce qu'elle pouvait des Turcs. La guerre russo-turque de 1877 à 1878 a été sans aucun doute un tournant dans l'histoire ottomane. Bien que les États-Unis n'aient pas eu autant d'influence que d'autres puissances occidentales, ils ont commencé à semer plus fréquemment les graines de leur plan à long terme. Immédiatement après la guerre, ils ont pris en charge la protection des Arméniens et ont commencé à exercer des pressions sur le gouvernement turc. Les décisions concernant les droits arméniens étaient prises de l'autre côté de l'océan. L'objectif était d'avoir voix au chapitre dans une région déjà destinée à être fragmentée. Même à cette époque, les États-Unis avaient désigné l'intervention dans les affaires intérieures de la Turquie comme leur devoir, malgré le fait que la doctrine de la non-ingérence dans les affaires politiques étrangères en dehors du continent était en vigueur. De plus, lorsque les États-Unis n'ont pas obtenu les privilèges qu'ils désiraient entre 1850 et 1914, ils ont adopté la pratique de menacer l'Empire ottoman et d'envoyer des navires de guerre en Méditerranée. Les navires de guerre américains visitant Istanbul obtenaient souvent ce qu'ils voulaient, surtout sur le plan commercial. Les lignes dans un document d'archives datant de 1895 résument de manière succincte la politique étrangère des États-Unis du point de vue ottoman: les Américains soutiennent toujours les chrétiens. En tout cas, les Américains sont les ennemis du gouvernement islamique, mais pas par la force exécutive. Car le gouvernement agit non pas du point de vue de l'essence de la vie mais d'un point de vue politique et intéressé. Comme on peut le comprendre, l'État était conscient de ce qui se passait, mais les règles de la politique fonctionnaient différemment. Activité missionnaire. Le deuxième aspect des relations était le travail missionnaire. Alors que les États-Unis cherchaient à avoir un impact par le biais du commerce et de la marine, ils ont également déployé des efforts pour avoir un impact à travers des activités plus humanitaires telles que l'éducation et la santé. Naturellement, ces activités de santé et d'éducation étaient soutenues par des idées missionnaires. Lors d'une réunion de missionnaires protestants, les territoires ottomans ont été confiés à l'organisation missionnaire américaine. Immédiatement après le traité de 1830, la présence américaine dans l'Empire ottoman a commencé à se faire sentir, surtout dans les domaines de la santé et de l'éducation. Les privilèges économiques ont également conduit à des gains dans les domaines de la vie politique. Les années de signature des accords commerciaux de 1830 à 1862 ont marqué une période d'expansion et d'implantation du mouvement missionnaire dans l'Empire ottoman. La liberté apportée par le décret de réforme a également renforcé la position des États-Unis.
Lorsque ces activités n'ont pas donné de résultats parmi les musulmans, ils ont choisi les Arméniens comme cible. La propagande missionnaire, menée de diverses manières, de l'éducation à la santé, a finalement donné les résultats escomptés parmi le peuple arménien. Les Arméniens grégoriens ont commencé à se convertir au protestantisme après les années 1850. Les activités des médecins américains dans les régions arméniennes ont commencé en 1859. Vous pouvez voir un exemple de ces activités de médecins de manière très superficielle dans le film The Ottoman Lieutenant. Le gouvernement ottoman a essayé de prévenir le travail missionnaire et la création de consulats dans les endroits où il y avait des populations arméniennes autant qu'il le pouvait. Cependant, le gouvernement a été laissé sans défense par les accords et les menaces. Les États-Unis ont menacé les Turcs, disant qu'ils feraient de la propagande contre les Ottomans en Occident. Ils ont également soutenu des rébellions séparatistes qui éclataient occasionnellement. Alors que d'un côté les pays développaient leur commerce, de l'autre, le côté sombre de la question se révélait. Ce que la population arménienne protestante de la région signifiait pour les États-Unis peut être vu dans les rapports et lettres écrits par les missionnaires protestants américains. En réponse à la relocation par le gouvernement ottoman des Arméniens à Mara face au soulèvement arménien à Zétin, John Merrill, l'un des missionnaires de la région, a envoyé une lettre au consul américain à Alep, faisant l'évaluation suivante: la relocation de la population chrétienne éduquée et capable de la région de Mara est un coup direct porté aux intérêts des missionnaires américains. Le résultat de plus de 50 ans de travail et de milliers de dollars de dépenses est compromis. De cela, on peut comprendre que les États-Unis avaient des plans pas si innocents pour les Arméniens vivant dans l'Empire ottoman. Ainsi, les relations entre les deux pays ont commencé de cette manière.